Donc on va parler de prévention en santé mentale. Et en fait, il s'est passé quelque chose de très important en 2022 à propos de la recherche en psychiatrie. C'est la parution d'un livre de Thomas Insel. Thomas Insel a été le directeur du NIMH. Le NIMH, c'est l'Institut de recherche en santé mentale aux États-Unis. Donc il a été président de cette institution d'environ 2004 à 2018. Et il dit dans son livre, voilà, j'avais 1,5 milliard de dollars de budget tous les ans, pendant 15 ans. Ça fait que j'ai pu dépenser 20 milliards de dollars. Alors on a fait, donc il a promu, il était psychiatre, il est à la retraite, neuroscientifique, il a travaillé sur l'ocytocine. Il dit voilà, on a fait beaucoup de recherches en neurosciences, on a trouvé des choses absolument fantastiques, mais ça n'a servi à rien pour les patients. Et donc il faut changer complètement. Et il dit, en fait, en psychiatrie, on sait prendre en charge, contrairement à tout ce que tout le monde dit, on sait soigner les patients, mais il faut, une égalité d'accès aux soins, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et ce qui est peu le cas dans les autres pays, et notre pays n'est pas si mal placé que ça, et puis il faut faire de la prévention. Et c'est ça qui sera le plus efficace pour prendre en charge la question de la santé mentale. Alors lui, il propose de faire de la prévention à partir de phénotypes digitaux. On verra ça dans la conclusion. Alors, on a envie de lui dire, bravo monsieur Insel pour faire votre coming out de santé publique. Effectivement, les neurosciences, c'est bien, intellectuellement, c'est fascinant. Pour soigner les patients, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça servira même peut-être pas à grand-chose dans le futur. Par contre, la prévention dans le monde de la psychiatrie, c'est incontournable. Alors oui, bravo, sauf que, attention, c'est pas si simple que ça. La prévention, et vous êtes acteur de santé publique, vous savez que ça n'est pas si simple que ça. À penser, parce que la prévention, ça peut aussi faire du mal, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. On peut faire du mal avec la prévention, et puis c'est compliqué à mettre en œuvre. Regardez le dépistage du cancer du sein par mammographie, ça a pris des années et des années pour savoir si ça faisait plus de bien que de mal. Et puis, en psychiatrie en particulier, mais en général, la prévention, c'est avant tout de la politique. Alors regardez en psychiatrie, vers quoi il faut agir avant tout pour prévenir les maladies psychiatriques? Eh bien, il faut travailler sur les violences intrafamiliales de nature sexuelle ou pas. Tout le monde le sait. Sauf que ça, c'est pas de la médecine, hein. C'est de la politique. C'est la façon que la société a de concevoir comment elle organise la vie entre les générations et au sein des familles. Et puis même, regardez quelque chose de beaucoup plus concret. La prévention de la trisomie 21. Donc vous savez qu'il y a un dépistage anténatal possible avec une interruption médicale de grossesse à la clé, et c'est une forme de prévention de la trisomie 21. Et ça existe dans les pays occidentaux. Mais regardez dans le détail, il y a un papier qui est sorti en 2021, la European Journal of Human Genetics, où il calcule le pourcentage de déficit à la naissance de trisomie 21, qui est un indicateur du nombre d'interruptions médicales de grossesse pour ce phénotype. Eh bien, en Europe, ça varie de 8% à 80%. Alors 8%, il y a l'Irlande, on comprend pourquoi, mais 80%, il y a l'Espagne et le Portugal, qui sont deux pays de grande tradition catholique. En Allemagne, c'est 50%. Et si je vous avais dit, a priori, où y a-t-il le plus d'interruptions médicales de grossesse pour la trisomie 21, en Allemagne ou au Portugal ou en Espagne, je ne suis pas sûr que la réponse aurait été dans ce même sens. En France, 70%, aux États-Unis, 30%. Donc vous voyez, il y a une stratégie de prévention possible de la trisomie 21, mais quand la société se l'approprie, ça donne des résultats complètement différents d'une société à l'autre, y compris dans des milieux culturels qui sont comparables. Donc la prévention, c'est beaucoup de la politique. Eh bien, moi j'aimerais discuter avec vous, dans le quart d'heure qui reste, sur le fait que, est-ce que les médecins ont vraiment quelque chose à dire pour les politiques de prévention? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, et la question mérite d'être posée, puisque vous avez vu que dans les derniers jours, le gouvernement, dans le grand bazar que l'on vit au niveau de l'organisation de notre système de soins, le gouvernement a dit il faut que les médecins généralistes
change de façon de travailler, la prévention doit être au cœur de la médecine générale. Et tout le monde a dit « Ah, c'est fantastique, enfin, ils ont compris ce que devait être le soin. » Eh bien, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous me direz, quelle est la définition de la médecine? Ben, c'est l'art de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. Il y a bien la prévention au début, donc la prévention fait partie de la médecine. Mais oui, mais cette définition, elle ne vaut rien. La définition de la médecine est axée sur les maladies au XXIe siècle. Non, la médecine est axée sur le malade, pas sur les maladies. Alors, quelle devrait être la définition de la médecine? Ben, c'est pas facile. Moi, je propose l'art de sauver les vies et soulager la souffrance. Alors, vous voyez déjà, sauver les vies et soulager la souffrance, la prévention, alors vous me direz, ah, sauver les vies par prévention, d'accord, mais ça se discute. Et puis d'ailleurs, sauver la vie, mais à quel prix? On voit bien que le débat est politique. Et j'enfonce le clou. Le malade est au centre de la médecine. Quelle est la définition d'un malade? Et là, en France, nous avons la définition de Georges Canguilhem. Le malade, c'est celui qui se sent suffisamment en souffrance pour sonner à la porte d'un médecin. Et la prévention n'a rien à voir là-dedans, puisque, par définition, dans la prévention, le sujet n'est pas encore en souffrance. Et d'ailleurs, ça, c'est une constatation quotidienne qu'il y a dans les cabinets médicaux. Vous avez un patient qui est allé voir son médecin et son médecin lui dit « Mais vous savez, il faudrait que vous fassiez du sport, etc. Regardez, votre syndrome métabolique, etc. » Et le patient, qu'est-ce qu'il dit quand il rentre chez lui? Il dit « Mais il va demander de faire du sport, mais il en fait du sport, lui. T'as vu comment il n'arrive même pas à monter 3 étages. » Les gens ne sont pas d'accord pour qu'on leur dise ça. Et dans beaucoup de thèses de médecine, j'entends ça de collègues généralistes, puisque vous savez que les enseignants de médecine générale doivent pratiquer en ville, au contact direct des patients de la vie de tous les jours. Et moi, beaucoup me disent, mais dire aux gens d'arrêter de fumer, c'est pas mon job. Mon job, c'est de m'occuper de leur diabète. Alors après, on peut discuter du tabac et du reste, mais c'est en dehors de mon job. Bon, alors, quand même, on est bien d'accord, le médecin a un rôle dans la prévention. Mais il fallait bien le déconstruire pour pouvoir le reconstruire et voir finalement où il se situe, ce rôle dans la prévention. Alors, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, à la base de la pratique médicale, dans le statut du médecin, il y a le fait que sa parole a quelque chose de sacré. Et ça, c'est un peu tabou aujourd'hui où on déconstruit toutes les formes d'autorité. Eh bien, l'autorité médicale est challengée, sauf que elle résiste. Alors, elle résiste pourquoi? Eh bien, figurez-vous que le médecin, en fait, dans nos sociétés, c'est le seul qui a le droit de tailler dans les corps et de vous donner des poisons. Et d'ailleurs, il y a des sociologues qui ont montré que nos sociétés, vous savez, ont sanctuarisé l'usage de la violence. Ce sont les policiers et les militaires qui ont le droit d'user de la violence. En dehors de ça, nous n'avons pas le droit d'user de la violence. Eh bien, les médecins sont une espèce d'exception là-dedans. Je vous garantis que la chirurgie cardiaque, c'est de la violence. Mais c'est un cadre très particulier. Ça n'est pas pour l'agression, c'est pour sauver les vies et soulager la souffrance. Que l'on a parfois l'obligation de prendre un bistouri, de recoudre la peau, qui est une forme de violence, qui est une forme d'intrusion dans le corps, et l'intrusion dans le corps, c'est grave, et donner des poisons, c'est grave, et vous savez que la plupart des médicaments sont des poisons. Et donc, de ce fait, du fait qu'il ait une parole sacrée, eh bien, il a une position d'autorité. Et cette position d'autorité, en plus, elle est utile. Mais ça aussi, c'est quelque chose de subtil. Elle est utile, pourquoi? Parce que beaucoup de patients, vous le savez, quand on est face à l'annonce d'une maladie grave, la première réaction, c'est d'être dans le déni. C'est de dire non, vous me dites que j'ai cette maladie, je souffre, mais vous me dites que c'est ça et qu'il va falloir mettre en place des traitements particulièrement lourds pour lutter contre cette maladie, mais moi je refuse de vous croire. Et on sait bien qu'on est tous comme ça, et donc on a donné quelque part, symboliquement, la possibilité aux médecins de dire
non, Madame Machin, je ne suis pas d'accord avec vous, regardez ce que vous faites, ça n'est pas sérieux, il faut aller au centre anticancéreux, il faut aller vous faire soigner, parce que sinon ça va être encore pire, faites-moi confiance. Vous voyez cette parole d'autorité qui est aujourd'hui discutée à raison, mais à tort aussi, parce que le déni n'est pas le meilleur ami de la santé des humains. Alors donc, la parole du médecin est une parole sacrée et une parole avec l'autorisation d'exercer une forme d'autorité. Et ce qui se passe à côté, c'est que dans beaucoup de nos sociétés, la vie également est sacrée. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, le suicide suscite une gêne. Alors vous savez d'ailleurs que même autrefois, le suicide était interdit, on n'avait pas le droit d'être enterré, etc. Et ça reste un peu, quelqu'un se suicide, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour ceux qui restent, mais quand même il a exagéré. C'est quelque chose qui n'est pas supportable. Donc la vie est quelque chose de sacré et ça peut s'entendre au niveau social. Et donc, eh bien, comme régulièrement dans la relation médecin-malade, on se rend compte que le patient est engagé dans des conduites d'autodestruction. Manger trop, ne pas faire du sport, etc., fumer. Le patient va dire « Non, mais je fais ce que je veux de ma vie. » Enfin, vous faites ce que vous voulez. Qui fait vraiment ce qu'il veut de sa vie? Et en fait, regardez ce que vous faites. Finalement, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est quelque chose de complètement banal. Et donc, comme le médecin, on lui donne le droit de dire, dans le but de protéger la vie, de dire à un certain moment, ben écoutez, monsieur machin, je ne suis pas d'accord avec ce que vous vous faites du mal, et ça n'est pas bien de se faire du mal. Ce qui est complètement moral, c'est un argument moral, mais c'est un argument moral qui est visiblement toléré socialement. Et donc du coup, ben, ça conduit le médecin à être légitime pour avoir des actions de prévention. Quand je juge que mon patient est en train de se mettre en danger, alors je me sens le droit de lui dire « vous vous mettez en danger » et je ne suis pas d'accord avec ça, la société me donne le droit de vous le dire. Le problème, c'est qu'on n'en discute pas assez. Notamment dans les facultés de médecine, on n'apprend pas aux gens, aux jeunes collègues, dans quelle mesure j'ai le droit d'utiliser ça. Dans quelle mesure je le fais à bon escient, et dans quelle mesure, parfois, je vais dire « écoutez, vous êtes trop gros, ça ne va pas, il faut arrêter. » Ben, les gens ont le droit d'être gros. Alors vous me direz, c'est un facteur de risque, etc. Ben oui, mais dans la vie, si on enlève tous les facteurs de risque, on enlève le petit punch, et qu'est-ce qui reste? Alors, donc, tact. Ça, c'est la prévention dans le cadre de la relation médecin-malade. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que, autrefois, et aujourd'hui aussi, en particulier dans certains pays, et je reviens dans le cas de la psychiatrie, en Inde, il y a 250 millions d'enfants et d'adolescents, il y a 60 pédopsychiatres. Vous imaginez bien que le rôle du pédopsychiatre en Inde, c'est beaucoup plus la santé publique que le soin au quotidien. Et donc, depuis toujours, il y a des médecins qui ont vu que que la souffrance de la société en termes médicaux était considérable et qu'avec leurs mains et avec leur voix, ils n'arriveraient jamais à tout soigner. Et qu'une façon de gérer tout ça, c'était de faire de la santé publique. Et notamment de promouvoir des actions de prévention à l'échelon collectif. Et on est bien obligé de dire que ça a marché. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est louable. Sauf que le médecin, il est biaisé par nature, du fait de son statut social, du fait de l'autorité qu'on lui donne, qu'on lui octroie, mais on lui octroie cette autorité et cette sacralisation de sa parole dans le cadre de la relation clinique. Or, l'utiliser à la télévision ou pour promouvoir un discours, en particulier un discours de prévention, rien ne dit que sa légitimité reste intacte. Et c'est vrai que parfois, et d'ailleurs dans le cadre de l'épidémie Covid on l'a entendu, parfois on entend le discours de médecins de santé publique qui sont un peu excessifs. Alors pourquoi sont-ils excessifs? Parce qu'un des premiers biais bien connus des médecins, c'est que les médecins entretiennent des liens très particuliers avec des maladies. C'est un peu comme Batman et Joker, si vous voulez. L'un n'est rien sans l'autre. Alors il y en a un qui est vilain, on est bien d'accord, et l'un qui est gentil. Donc, et c'est pareil dans la maladie, c'est vilain, le médecin, il est gentil, puisqu'il est là pour tuer la maladie. Mais en fait, l'un est fasciné par l'autre, et vous savez que les médecins sont fascinés par les maladies. D'ailleurs, les médecins disent qu'il y a des belles maladies,
ce qui pour la population générale est quelque chose d'absolument abominable, mais il existe de belles maladies. Et d'ailleurs, en psychiatrie, en général, elles ne sont pas considérées comme belles. Hein, et ça participe au fait que nous avons du mal à recevoir les fonds pour soigner nos patients. C'est juste une réalité. Et s'il n'y a plus de maladie, eh bien, le médecin, il sait bien qu'il ne va plus avoir de rôle dans la société. Et donc, il y a une ambivalence toujours entre le lien qu'entretient le médecin et la maladie. Et donc, parfois, eh bien, le médecin peut avoir un discours abusif sur la lutte contre les maladies. Parce que, on le verra, en fait, toutes les maladies ne sont pas mauvaises. Tout le temps. Alors, la drépanocytose, vous savez que, oui, quand on a le phénotype complet, c'est un grave problème, mais quand il est incomplet, ça protège. Le syndrome de Marfan, c'est une maladie, mais Paganini était un brillant violoniste qui pouvait être violoniste parce qu'il avait un syndrome de Marfan. Alors, vous me direz, c'est des exceptions? Oui, mais elles existent. Toutes les maladies, pour les sujets, ne sont pas forcément toujours de mauvaises nouvelles. Et ça, pour un médecin, c'est très difficile à concevoir. Et puis l'autre problème, bien entendu, c'est le fait que pendant longtemps, beaucoup de médecins étaient des hommes un peu âgés et que la parole de l'homme âgé aujourd'hui pose un peu problème. Et donc, dans quelle mesure cette représentation patriarcale qui est le médecin et qui a un discours de santé publique, même si de plus en plus de femmes font de la santé publique, et je pense qu'elles sont même majoritaires aujourd'hui, mais dans la symbolique, eh bien, le médecin, c'est un peu un symbole du patriarcat, et les actions du patriarcat, à raison, ne sont pas en hausse aujourd'hui. Alors, j'arrive du coup dans la question de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une loupe grossissante de ce phénomène. Et je reviens à ce que propose Thomas Insel. Alors, allons-y, et il axe notamment son propos sur la schizophrénie, pathologie gravissime, 1% de la population qui débute entre l'âge de 20 ans et de 30 ans, et donc on va avoir des patients qui, pendant 40 ans, 50 ans, vont vivre avec une maladie qui suscite une souffrance considérable et qui conduit à la mort, puisque beaucoup de patients schizophrènes se suicident. Donc, ok, la prévention de la schizophrénie, comment on fait? Alors, prévention primaire, on va travailler sur la génétique. Il y a une vulnérabilité génétique. Quelle est-elle? Ultra multifactorielle et absolument pas spécifique, avec des valeurs prédictives très basses. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comme dans la trisomie 21, des interruptions médicales de grossesse? Alors que vraisemblablement, beaucoup de gènes de vulnérabilité de la schizophrénie sont aussi des gènes qui vont faire qu'on va devenir un mathématicien un peu bizarre ou un artiste tout aussi bizarre. Alors on va travailler sur l'environnement, mais quels sont les facteurs de risque environnementaux de schizophrénie? Les grossesses compliquées, traumatisme infantile, la migration, l'isolement social, habiter dans un milieu urbain, consommer du cannabis, ça n'a rien à voir avec la médecine tout ça, c'est juste des problèmes de politique. Alors la prévention secondaire, c'est peut-être de ça qu'il parle, c'est-à-dire un adolescent, et d'ailleurs c'est une vraie question clinique aujourd'hui, un adolescent qui commence à déraper un petit peu, et peut-être que en lui donnant des médicaments de façon précoce ou avec des prises en charge psychologiques, ça permettrait d'éviter qu'il y ait une bascule dans un état délirant. C'est une vraie question, mais c'est une question qui n'est pas simple. Pourquoi? Encore une fois, dans la prévention, il y a le problème des faux positifs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces adolescents, certes un peu bizarres, mais à qui on va proposer des traitements, quand bien même ils seraient psychologiques, alors qu'ils sont juste un peu bizarres. Et on le voit encore de façon encore plus marquante avec la question de l'autisme, où là aussi la prévention de l'autisme, c'est un problème majeur, puisque ça touche des enfants et qui vont vivre comme ça toute leur vie, dans des situations très difficiles pour eux et pour leur famille. Et il y a des stratégies de prévention maintenant précoces, non pharmacologiques, où on va dépister de façon ultra précoce chez des enfants de 1 an, 2 ans, des phénotypes autistiques pour avoir des actions psychothérapeutiques qui vont faire que la vie va être plus simple pour eux. Comment dire non à une stratégie de ce type? Eh bien oui, sauf que Greta Thunberg, vous connaissez tous, elle est autiste, c'est elle qui le dit. Hashtag #AspiPower.
Et alors Greta Thunberg, elle va être dépistée à l'âge de 2 ans comme autiste, et elle va être rééduquée. Alors est-ce qu'il fallait rééduquer Greta Thunberg? Elle a souffert, certes, elle a souffert. Ils ont écrit un livre avec sa famille, et elle a eu des troubles du comportement alimentaire qui sont quelque chose qui génère de la souffrance, et donc vous me diriez, ben, oui, elle a souffert, donc ça aurait été bien de prévenir. Ben oui, mais qui n'a pas souffert dans sa vie pour des raisons psychologiques? Est-ce qu'on doit prévenir toutes les souffrances psychiques? Et puis, oui, elle est autiste, mais de ce fait-là, elle est différente, et les sociétés ont besoin de différence. Nous avons besoin d'individus différents dans leur façon de penser, parce que c'est ça qui permet aux sociétés de s'adapter au changement. Et puis l'autisme devient aujourd'hui une identité. Et alors, la santé publique doit-elle travailler sur la prévention des identités différentes? Donc encore une fois, la prévention en santé mentale, c'est avant tout de la politique. Alors bien sûr, elle est un enjeu important. Bien sûr, mais il faut que les politiques aient conscience qu'il ne faut absolument pas laisser aux mains des médecins et des neuroscientifiques la prévention en santé mentale. Or, c'est une tentation parce que, encore une fois, la voix du médecin est sacrée et aujourd'hui, la voix du neuroscientifique l'est tout autant. Et donc, s'ils disent ça, eh bien, on va les laisser faire. Avec quoi à la clé? Un risque d'hygiénisme, de normalisation sociale médicalisée de ce que nous sommes, nous, sujets humains et pensants. Merci pour votre attention.